Donc merci à tous d'être là, même s'il y en a qui vont arriver au fur et à mesure, pour ce webinaire autour de la kinésithérapie du sport. Salut Guillaume, salut Marlène. Euh, donc en fait, on avait envie de choisir un sujet qui nous touche particulièrement, qui touche au thème que l'on aborde également dans notre formation de kiné du sport. Et du coup, j'ai fait appel à Martin Barillon et Aymeric Pierton, qui sont tous deux formateurs dans cette formation-là, mais aussi Stéphane Calfon, qu'on va présenter dans un instant. Donc, pour les présentations, Martin Barillon, donc, est kiné du sport. Martin, est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire un petit peu où tu évolues et puis quels sont un petit peu tes domaines de compétences en kiné du sport, en tout cas ceux peut-être sur quoi ce que tu vas aborder peut-être ce soir, tu vois, les quelques sujets que tu peux... Ouais, pas de souci. Donc, Sylvie, il y a ton micro qui est allumé Ah oui, effectivement, Sylvie, si et tu ta peux le... caméra également. Donc, on t'entend derrière. Voilà, je l'ai coupé. Donc, moi, c'est Martin Barillon. Je suis kiné du sport dans le Nord, à Lille. Je m'occupe d'un club de rugby qui évolue en national et en cabinet, je vois des patients pratiquement exclusivement sportifs, mais je continue à avoir aussi quelques pathologies musculo-squelettiques type lombalgie ou problème d'épaule chez les non-sportifs pour varier un peu l'activité. Je suis formateur chez SSK depuis 2018 ou 2019 et j'interviens sur toutes les pathologies du genou, les tendinopathies du membre inférieur et sur les blessures musculaires. Et ce soir, je vais parler principalement de ce qu'on peut retrouver dans les pathologies de la course à pied. On va aborder assez rapidement, parce que le but, c'est pas de faire un cours sur les tendinopathies, mais assez rapidement les pathologies du membre inférieur liées à la course à pied. Donc on les verra un peu succinctement, on expliquera un peu comment fonctionnent les tendinopathies et ce que dit actuellement la littérature. Et puis voilà. Bah parfait, très bien. Cyril. Euh, Aymeric Pierton, qui est également kiné du sport, qui est ostéopathe, et qui a deux casquettes supplémentaires, puisque c'est un ancien sportif de haut niveau en triathlon. Et puis sa casquette, depuis maintenant quelques années, c'est entraîneur également, puisque tu entraînes pas mal de jeunes espoirs qui d'ailleurs, certains sont passés pros. Donc voilà, et qui évidemment est également formateur. Est-ce que tu peux te présenter, Emric? Bah ouais, comme tu as dit, je suis kiné ostéo sur Marseille et je m'occupe en fait, j'entraîne un groupe d'athlètes de haut niveau, ce sont des triathlètes qui ont 17 et 22 ans, aussi des études, et que, voilà, ils courent à haut niveau et en parallèle, j'entraîne aussi des coureurs créatifs, des triathlètes de tout âge. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des thèmes que tu vas aborder spécifiquement ce soir là que tu voulais... Les thèmes, moi, qui me semblent intéressants d'aborder, c'est surtout le surmenage, quoi. Que nos patients, en fait, n'arrivent pas à gérer quand ils mettent à la course à pied ou quand ils courent déjà, ce qui amène la blessure. Hmm. Alors, on en parlera après, mais c'est vrai que du coup, on a les deux trucs, hein. Nous, en cabinet, on va suivre des sportifs. Alors, tu as soit ceux qui vont peut-être pas faire assez, et notamment chez nos confrères kinés qui ont du mal à aller vers une sorte de réathlétisation parfois, et puis d'autres qui font trop et qui vont faire du surmenage. Bon, on en parlera tout à l'heure. Du coup, on passe à Stéphane. Stéphane, qui est également kiné, ostéo, et qui est ancien sportif de haut niveau, donc dans le foot, mais qui pratique depuis quelque temps le trail. Alors tu vas nous dire un petit peu quelles sont les courses que tu viens de faire là, hein, récemment. Parce que je crois que tu as fait deux grosses courses, non, récemment? Et oui, j'ai oublié de dire, et qui est influenceur du coup, hein, qu'on voit régulièrement sur Instagram, quelques Ouais, vidéos ouais. qui nous font beaucoup rire. Écoute, bonjour tout le monde. Écoute, moi je suis kiné, donc ostéo, comme tu l'as dit. Je suis dans le sud de la France et je m'occupe, je suis spécialisé dans la prise en charge de sportifs, donc
j'ai eu l'occasion de suivre pas mal d'équipes pro, que ce soit dans le volley, le hand ou même le foot. Et à côté de ça, je suis actif sur les réseaux sociaux et j'essaie de partager du contenu santé, sport et voilà, tout ça avec d'une façon la plus légère possible pour vulgariser un peu la santé. Et voilà, et donc là, c'est vrai que je me suis mis au trail il n'y a pas longtemps. Ça fait 6-7 mois que vraiment je me suis mis au trail et je viens de faire l'UTMB. J'ai participé à l'événement UTMB, c'était vraiment une belle expérience. Du coup, on est un pile poil raccord avec le sujet de ce soir quand même. Parfait. Et comme ça fait 7 mois, je suis content de participer, du coup. Ouais, et comme ça fait 7 mois, on peut se dire que tu peux tomber justement dans des erreurs, parce qu'on sait tous qu'on a beau être kiné, dès qu'on se retrouve nous-mêmes athlètes, on peut nous aussi faire des erreurs. Hein. Et Aymeric pourra facilement vous dire que moi-même, je tombe dans des schémas d'erreurs parfois. Je ne sais pas si on me capte toujours là. Ça coupe. Ouais, ça coupe. Ouais. Alors, je vous donne la main alors du coup. Ouais, tu disais, on peut tomber on peut aller tomber dans le panneau, c'est exactement ça. Ah, ça coupe. Ouais. Alors, est-ce que du coup, on m'entend ou pas? Non, Ça a coupé là, mais Moyen. c'est mieux. Ok. Bonjour Luc. Bonjour. Alors, Aymeric, tu es par là, Aymeric? Ça capte plus? On capte plus Bah, Cyril. Alors, je vous laisse la En main. attendant, on peut lancer le débat autour de la course à pied. Tout Donc, à du fait. coup, Vas-y, lance-nous le débat. Mais il me semble qu'on devait du coup aborder déjà les types de courses, les types de coureurs qu'il y avait en fonction des niveaux de course. C'est différent chez nos patients. Il faut savoir un peu où ils en sont et quelles pratiques ils ont. Je ne sais pas si déjà tu peux nous en dire plus. Ouais. On l'avait prise. donc, créatif. Voilà. Et dans cette discipline, on n'a pas fait de feu et à peine noyé dans cette discipline.
la description un peu des coureurs. Il y a une vague de gens qui se sont bien fait swimrun, ça c'est une autre pathologie. Mais sinon, là, c'est vraiment ce qu'on va rencontrer le plus chez le coureur à pied. Il n'y a pas de moyenne d'âge. Avant, on avait beaucoup des gens qui passaient la quarantaine. Et là, maintenant, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de jeunes trailers, 20-22 ans, là, qui arrivent, qui arrêtent les sports qu'ils faisaient avant et ils se mettent à faire tout de suite du trail long. Voilà ce qu'on rencontre. Et du coup, est-ce que en fonction des types de coureurs, tu as des pathologies qui reviennent? Enfin, déjà, pourquoi ils se blessent? C'est souvent, souvent on dit ils mettent trop de stress mécanique il y a trop de stress mécanique, donc c'est-à-dire qu'ils mettent trop de contraintes, trop vite, trop de volume, trop d'intensité. Est-ce que en fonction de leur niveau de course, ça se vérifie? Ouais, en fait, la blessure, je l'ai pas dit, c'est 80% des blessés, c'est dû à une mauvaise quantification du stress mécanique. Donc c'est ça aussi. Et malheureusement, en bon français, on raisonne toujours d'abord par rapport à notre matériel, par rapport à la route, par rapport j'ai trop couru sur le goudron. Bref, on va en entendre plein. Alors qu'en fait, on peut courir toute notre vie sur le goudron et pas se blesser. Toute notre vie en calanque et pas par un terrain instable et pas se blesser. Le tout, en fait, c'est d'arriver à augmenter sa charge progressivement. Et après, d'autres domaines qui se font, c'est vraiment beaucoup accusent souvent le matériel et les chaussures. Et là, on voit que ça part dans tous les sens avec les chaussures actuellement sur le marché. Mais toi, tu parles alors on parle de quantification du stress mécanique. C'est vrai que c'est un petit peu à la mode. On parle beaucoup de ça, mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un va bien quantifier son stress mécanique? Qu'est-ce que tu vas prendre en charge? Parce que on peut prendre tout en charge. Est-ce que tu prends en charge toutes ces activités au niveau de la vie quotidienne en plus de ces sorties? Ou est-ce que sur un coureur qui fait des petites distances, tu vas prendre ça en compte, et sur un coureur qui fait des plus grandes distances, tu ne vas pas prendre le fait qu'il habite au 3e étage? Si c'est un ultra-trailer, tu vas peut-être que le fait qu'il fasse 2-3 fois les escaliers par jour parce qu'il est prof dans un lycée et qu'il doit monter les escaliers plusieurs fois par jour, sur des centaines de kilomètres qu'il se tape de manière hebdomadaire. Est-ce que ça a vraiment une importance, ou est-ce que c'est de manière générale, pour tout le monde, on quantifie le stress mécanique de la même façon? Non, le stress mécanique, c'est vrai que là, je ne l'ai pas bien défini, mais on prend en compte la vie socio-professionnelle, donc c'est-à-dire le taf que le mec va faire ou que la personne va faire, ou s'il est étudiant, sa vie sociale. Moi, j'ai beaucoup d'étudiants et certains ont une grosse vie sociale, donc ça, dedans, on va mettre l'hygiène de vie. Et en 3e, le sport pratiqué, donc le trail ou la course. Donc en fait, quand on doit définir le stress d'une personne, il faut prendre tous ces 3 paramètres en considération. Un gars qui travaille 12 heures par jour et quelqu'un qui travaille 6 heures par jour, il ne va pas aborder sa séance de la même manière. Le côté psychologique aussi de la personne, il compte beaucoup. On verra en fait comment quantifier le stress. En fait, on se fie beaucoup aussi au stress de la personne. Oui, mais alors par contre, pour rebondir sur ce que tu dis là, peu importe le métier du gars, s'il n'y a pas de changement dans son activité professionnelle ou personnelle, hors sport j'entends, finalement on n'en tient pas beaucoup compte, puisque c'est régulier. C'est finalement la surcharge, comme tu disais tout à l'heure, qui va importer, c'est-à-dire la modification trop importante qui peut avoir une influence. Donc le gars, peu importe qu'il monte les escaliers toute la journée, qu'il monte la tour Eiffel pour la réparer plusieurs fois par jour, s'il le fait déjà depuis plusieurs années, ça n'aura aucun impact sur son entraînement. Je me trompe? Ça n'aura aucun impact, mais déjà cette personne, elle ne part pas de zéro par rapport à un sédentaire qui a passé sa vie derrière un bureau. Non. Bien sûr. Et après, il faut vraiment, quand on accueille un patient, il faut savoir en fait quel objectif il s'est défini, quoi. Et en fait, c'est souvent ce que j'explique à mes athlètes quand on analyse une performance. Il y a 3 mots. C'est je veux, je peux, je fais. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Donc en fait, tout ça, c'est quand la personne vient et dit je veux faire l'UTMB, par exemple, mais j'ai que tant d'heures d'entraînement, une fois toutes les 3 semaines. Et ben donc là, il ne va pas pouvoir faire, quoi. Le fait, on va devoir le modifier. Ce que le corps n'aime pas, en fait, à l'entraînement, c'est les changements brutaux. C'est les changements brutaux. Donc, ce n'est pas parce que j'ai eu une semaine de vacances que je vais pouvoir courir 8 fois de cette semaine-là, alors que les autres courent 2 fois. Alors moi, j'ai une question là. J'anticipe un peu, peut-être je mets les pieds dans le plat directement.
Je suis moins spécialiste que toi, mais si tu veux, à un moment donné, j'ai eu notamment un gars qui était sportif, mais qui courait pas du tout. Pas du tout, du tout. Et donc, on parlera peut-être un peu plus tard des chaussures minimalistes, là, avec toute la guerre qu'il peut y avoir sur les chaussures minimalistes ou non, s'il faut les mettre, s'il ne faut pas les mettre, performance, pas performance. Mais moi, je lui avais dit, quitte à démarrer la course à pied, étant donné que au niveau musculaire, au niveau tendineux, au niveau osseux, tu n'es pas capable d'absorber de grosses quantités d'entraînement, puisque l'entraînement au départ, c'est tu vas faire 3 km, quoi. Tu vois? Tu vas faire 4 km. Eh ben, je lui avais proposé de démarrer avec du minimaliste, puisque comme ça lui permettait de s'adapter directement à ça. Alors que quelqu'un qui est capable de faire 10 bornes, 15 bornes, 20 bornes, le faire passer en minimaliste, ça me paraissait beaucoup plus compliqué. Est-ce que Mais la tu... question qui peut être intéressante, c'est pourquoi est-ce que tu veux le faire passer en minimaliste? Quel est l'intérêt de faire passer en minimaliste? Alors moi, ce que je me dis, c'est que au niveau musculature, alors c'est un avis, on pourra en débattre, mais qu'on a intérêt à être minimaliste au départ pour avoir une musculature de pied, pour être réactif, pour avoir, bon après évidemment performance. Mais je pense que quelqu'un qui est adapté se blessera pas forcément plus s'il arrive à s'adapter. C'est toujours le problème d'adaptation. Je pense qu'il y a des gens qui finalement s'adapteront jamais. Mais est-ce qu'on a plus de facilité à s'adapter, on se donne plus de chances à s'adapter si on le fait dès le départ, avant même qu'on soit entraîné, quoi. Ça entraîne une autre question, c'est euh, la chose minimaliste, elle est faite pour tout le monde, ou est-ce que toi tu conseillerais, Émeric, en tant que spécialiste de la course à pied, d'évaluer la façon dont les gens de courir et de leur proposer, en fonction de leur façon de courir, plus du minimalisme ou plus un drop nul, ou alors plus justement un drop un peu plus important, ou au contraire tu penses, comme Cyril l'a proposé, que plus tu vas aller vers du minimalisme, plus ça va être intéressant dans la sollicitation. Alors on le verra après aussi, les douleurs, enfin les pathologies ne sont pas forcément les mêmes, mais c'est pas parce que tu cours en minimalisme que tu vas forcément moins te blesser. Ah ouais, non, non, même voire plus sûrement. Mais Alors là, bon, il y a eu, bon, ça a vachement évolué. Donc moi, je suis pas bien placé. Si je dois dire vraiment ce que je fais avec mes gars, on me traite souvent d'extrémiste, donc voilà, le truc bien. est-ce que tu vas Non nous mais dire que tu les fais courir pieds nus dans le gazon? oui, et même sur le tartan. Voilà. Ben donc Et mes parents, finalement, c'est un peu de la part des parents. Mais malheureusement, bon, on a dû évoluer. Bref, on verra plus tard sur l'utilisation des plaques carbone, mais on s'est basé sur des études, on a fait évoluer. Mais en fait, la question de la chaussure, elle est pas vraiment bonne. Si on change jamais de chaussure, en fait, on se blesse pas. En fait, c'est la quantité que je vais mettre dessus. Quelqu'un qui a toujours couru, on peut dire des marques ou pas? Oui. oh oui, je pense, oui. Quelqu'un qui Je a crois que toujours c'est couru possible. avec la Nike Pegasus, qui était une des chaussures les plus vendues et qui s'est jamais blessé, pourquoi je vais aller le faire courir en minimaliste? Faut que je me pose cette question. Si son objectif est de réaliser 1 heure de footing en aisance respiratoire, je ne vais pas l'embêter. Oui, mais c'est pour ça que j'ai posé la question en disant, je n'ai jamais couru, je vais commencer à courir. Est-ce que j'ai un intérêt à démarrer directement par une petite chaussure, quoi? Tu Pas vois? forcément. Et en fait, c'est comme tu veux. Moi, c'est sûr que de mon côté, si je peux motiver cette personne à courir avec une minimaliste, je vais le faire. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? S'il veut faire un trail long, le trail long, Stéphane, il va être placé pour le dire, plus de marche que de course. Donc, est-ce que c'est agréable de marcher avec une minimaliste? Compliqué. Ouais, compliqué. Et après, il y a le facteur performance ou pas. Et là, Est-ce qu'on peut partir sur quelque chose d'un petit peu, j'allais dire standard? Le trail, ça reste quand même, même si c'est à la mode, tu vois, le trail, quand il commence à dépasser les 25-30 bornes, tu vois, c'est peut-être et plus. Si on part sur la plupart des coureurs qui vont faire entre 10 et 20 bornes, quoi, tu vois, est-ce que ça a un intérêt de les pousser à faire du minimalisme pour avoir une performance, tu vois, mais qui leur est propre, tu vois, sans chercher à être champion? Mais moi, je pense surtout à avoir une qualité de foulée. Ça me dérange, si tu veux, quand je vois certains qui courent avec tout qui s'effondre, en fait, et ça va. Et certains disent, donc je nommerai personne, mais certains disent, s'ils se blessent pas, c'est pas grave, du coup, on change rien. Alors que quand je les vois courir, j'ai mal, moi. Tu vois? si tu regardes, il n'y a pas si longtemps, Haile Gebrselassie,
Moi, il m'a toujours fait mal quand je le voyais courir. Ben Il fait oui, longtemps. mais attends, on peut pas se dire que ce mec-là, c'est un mec standard, tu vois. C'est pas la population. Il est pas représentatif de la population. Après, là, pendant 10-15 ans, on s'est mis à vouloir faire courir tout le monde sur le pied. Il y a eu une grosse vague, donc c'est bien. Les gens se sont beaucoup trompés. Ils parlaient d'avant-pied, donc ils se faisaient des tendinopathies d'Achille. Bon, bref, en fait, il faut se dire une chose, c'est que quelqu'un qui court d'une certaine manière, si je le change, et ben en fait, j'augmente son stress mécanique d'un coup. On est Et c'est d'accord. comme s'il a couru en fait, s'il découvre cette nouvelle course. Donc, il faut bien faire attention à ce qu'on va faire. Et il y a aussi la personne qui arrive dans ton cabinet et qui vient de s'acheter déjà une paire à 180 euros. Et donc là, tu es obligé de faire avec. Parce que bon, Je veux pas courir avec celle-là. ben, et puis il y a aussi quelqu'un qui se dit, ben moi, j'en ai souvent, hein, ils achètent la paire du mec qui a couru en 2 heures. Bah oui, oui. Parce que forcément, il va courir avec. Bah bien sûr. Donc, et l'effet placebo sur une chaussure, il est quand même calibré à 40% quand Mais oui, même oui. chez des athlètes de haut niveau. Donc en fait, la chaussure, c'est un autre problème on pourra débattre encore plus après, voir comment on l'utilise, mais c'est pas le matériel qui fait qu'on se blesse. Non, mais c'était pas le fond de ma question en fait de départ. C'était justement pour pas qu'on ait de blessures plus tard, pour aller dans le sens de ce qu'on disait, de pas avoir d'effondrement, d'avoir quelque chose de dynamique. Est-ce qu'on a intérêt, tu l'as bien dit, tu as dit, si j'ai une chaussure et que je cours avec, je me blesse pas, c'est quand je vais changer de chaussure que je peux me blesser. Lui, il a jamais couru. Donc comme il a jamais couru, est-ce que je dois l'orienter, on parle pas de trail long, est-ce que je dois l'orienter vers une chaussure, on va dire typée minimaliste, hein. On n'est pas obligé de se dire minimaliste complète. Il n'a pas encore acheté ses chaussures, qui veut démarrer, surtout qu'il n'achète pas une plaque carbone. Oui, ah Mais, bah oui. et c'est pas parce qu'il est en surcharge. Alors avant, les jeunes s'amusaient à dire la Nike Vomero, chaussure des gros, parce qu'elle avait une très grosse semelle. Mais c'est faux. Quelqu'un qui est en surcharge pondérale, on peut le faire démarrer en minute. Mais donc, est-ce que toi, tu as un conseil là? Le mec n'a jamais couru de sa vie, il se met à courir. Est-ce que tu lui conseilles quelque chose ou pas? Moi, oui. Alors, vas-y, dis-nous alors, c'est ça qu'on veut savoir. Je voudrais une chaussure avec le minimum de correction. Bon, putain, on a mis du temps, hein. Putain, ça fait un quart d'heure que je pagaille. Mais Il y a, je veux pas que ces personnes elles se sentent obligées d'acheter ça. Non, non, mais si tu veux, c'est là que tu vas orienter en fonction de ce qu'il va te dire. C'était Le ça. marché actuel, et on trouve presque plus de chaussures avec le minimum de correction. Ouais, bah oui, oui. Après, il faut bien que vendre de la chaussure. Stéphane, toi qui donc Ouais. cours depuis quelques mois, comment tes débuts là? Tu t'es orienté comment toi Ouais. sur ça? Ben, moi, pour rebondir sur ce que tu dis, si le patient se met à courir, il n'a jamais couru, euh, la question, en fait, c'est pas minimaliste ou pas, je pense, c'est vraiment de savoir c'est quoi son objectif et savoir le temps qu'il y consacre, comme a dit Emeric, parce que on sait que le corps réagit aux contraintes qu'on lui impose et qu'il va s'adapter en fonction des contraintes qu'on lui impose. Et c'est des contraintes régulières qu'il faut lui imposer. Si le patient va courir une fois par semaine, pour moi, il n'y a pas d'intérêt à ce qu'il porte une minimaliste une fois par semaine. Pour moi, il n'y aura pas d'adaptation qui va se faire. Et au contraire, quand on court une fois par semaine, il y a même des risques de se blesser. Pour moi, c'est vraiment si le patient peut courir à partir de, je sais pas, il veut faire 3 entraînements par semaine, ça peut être intéressant de lui proposer une chaussure avec le moins de correction possible, quitte à jongler, parce que ça se fait beaucoup, Emeric, hein, mais jongler avec une autre paire de chaussures un peu plus peut-être avec un peu plus de technologie qu'une chaussure minimaliste, mais voilà, il peut jongler, mais en tout cas, à partir du moment où il peut imposer un entraînement régulier, je pense que ouais, ça vaut le coup qu'il ait une chaussure dans son tiroir là, minimaliste pour le sortir au plus d'entraînement possible, de façon régulière et progressive, pour ne pas se blesser. il y a 2 questions déjà sur le chat. Il y a une première question de Frédéric qui demande quel type de chaussures multisports pour des collèges et lycéens. Donc là, on sort un peu de la course à pied. La question, c'est est-ce que vous orientez de manière générale vers un type de chaussures pour des collégiens lorsqu'ils ont besoin de matériel, ou est-ce que vous laissez prendre un peu n'importe quoi, quitte à ce qu'ils débarquent avec des Jordan ou ce genre de chaussures pour faire toutes les activités? Des Air Force, ils appellent ça. Ah oui, pardon.
Non, non, s'il a encore possibilité d'acheter sa chaussure, eh ben, la chaussure multisport type en salle, là, en hand volley, c'est déjà une chaussure quasiment minimaliste, hein. Donc, par contre, je lui déconseillerais d'acheter une chaussure de running, surtout actuellement avec les grosses semelles qu'il y a, pour faire du sport en salle. S'il doit faire, par exemple, handball, course à pied et, je sais pas, badminton, je lui déconseillerais fortement de prendre une chaussure de course à pied. Ouais, ça, c'est sûr. Ouais. Si tu fais Très du bien. badminton, Une autre question, que pensez-vous des magasins type running? Pardon, il y en a une avant. Le conseil de chaussures à donner va dépendre de l'objectif du patient, mais aussi de l'analyse de sa course à pied ou de sa posture, non? Donc ça revient à la question que je posais avant. Est-ce que tu orientes vers le type de chaussures en fonction d'une analyse de course, ou quoi qu'il arrive, toi, tu orienteras plus vers des minimalistes et tu lui feras travailler pour adapter sa course à la chaussure? Ou est-ce que tu penses qu'avec le temps, lorsqu'il va courir, il va adapter progressivement sa course à une adaptation pour la chaussure? Alors, on retombe un peu sur ce qu'a dit Stéphane. Avant, il y a 10 ans, je t'aurais dit, même 15 ans, je t'aurais dit, je le mets sur une minimaliste. Mais maintenant, avec plus de recul et à avoir travaillé avec des coureurs récréatifs, sur mes athlètes de haut niveau, c'est différent, puis il y a du sponsoring compliqué. Mais quelqu'un qui a... En fait, la chaussure, elle a de moins en moins d'importance pour moi, si quelqu'un démarre. Il faut... et l'analyse de la course, finalement, si je dois le faire démarrer à courir, je vais le faire démarrer à 7 km/h, ou à 6, ou même en marche-course. Avant, on a beaucoup filmé, on a beaucoup analysé, donc ça sera dans un second volet si le mec se blesse beaucoup et qu'on a bien géré son volume. Donc là, il faudra se poser une question, et ça, il viendra tout à l'heure en expliquant dans les différentes pathologies qu'on voit souvent. Mais quelqu'un qui est encore pas blessé, qui a une surcharge pondérale et qui veut courir 3 fois par semaine, je vais l'aiguiller sur une paire de chaussures, mais avec le minimum de correction, mais je n'irai pas sur une extrémiste minimaliste type Five Finger, quoi. ouais. Alors, pour être franc, moi, mes patients, lorsqu'ils me demandent conseil par rapport à ça, je ne donne pas de marque, je ne suis pas assez spécialisé pour ça, mais je leur donne 3 points. Je dis 1, qu'ils soient bien dans leur chaussure, que ce soit confortable. 2, que la chaussure soit légère. Et 3, que la chaussure soit suffisamment souple pour justement s'adapter à leurs contraintes à eux. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais il me semblait que j'avais lu pas mal de littérature par rapport à ça qui orientait dans ce sens-là. Après ça, est-ce que toi, tu conseilles différemment ou... Moi, ce qui m'importe le plus, quand même, c'est le poids. J'aime bien que les choses soient pas lourdes. Et après, il y a une chose que j'aime pas trop, mais vraiment pas trop, c'est quand il y a écrit sur anti-pronation. Ah oui. Ouais. Et ça, justement. ça revient au même que mon patient lombalgique qui veut jamais quitter son lombosat, quoi. Ça vient avec la question suivante, c'est que pensez-vous des magasins type Running Conseil, Trisport, avec l'analyse de foulée, beaucoup de patients sortent avec les Brooks, marque qui essaye de se développer. Alors, ça tombe bien. Brooks, ça n'essaie pas de se développer. Brooks, dans les années 2010, ils avaient conçu la Cascadia, c'était la chaussure de trail la plus vendue au monde. Et que j'ai malheureusement porté, mais qui était très bien. Mais non, en fait, il faut Running Conseil, je remarque. Hein. Donc, c'est vrai que souvent, déjà, ce qu'ils font, ils mettent la personne sur un podoscope. Et ils font son empreinte. Mais sauf qu'ils font l'empreinte d'une personne en statique. Statique, ouais. Et là, en fait, on peut avoir un pied plat. Quand je débutais dans le métier, moi, j'étais ancien triathlète et je pensais tout savoir. Je suis devenu un vrai Marseillais. Et je me suis retrouvé face à des Kenyans. Et alors là, je me dis, mais il faut qu'ils aillent tous chez le podologue, quoi. Ils avaient tous le pied plat, tous. Bon, les mecs, ils couraient quand même en 29 minutes le 10 000. Et je m'entraînais encore un peu avec eux. Et moi, j'avais la semelle faite par le podologue. J'avais tout, quoi. Et le médecin du sport, qui était le médecin de la Fédé, me disait, mais mec, tu l'as vu courir? Je dis, non. Il courait, il n'avait plus le pied plein. Il n'était jamais blessé. Il dit, surtout, tu ne changes rien, lui. Donc, en fait, on revient le mec qui, chez Running Conseil, c'est bien de faire une analyse du podo avec le podoscope, mais ça ne va pas nous définir notre coureur, quoi. Donc, quand on monte sur le podoscope, si jamais la personne a le pied plat et qu'il se retrouve avec des chaussures anti-pronation, je pense que c'est pas un bon point, quoi. Alors attends, il y a... Excuse-moi, parce qu'il y a Émilie qui lève la main là. Émilie, tu voulais nous dire quelque chose? Ou t'as pas fait exprès d'appuyer peut-être? Émilie Blanchet.
Bon, alors fausse alerte alors. Mais ce qui me gêne le plus quand on rentre dans un magasin, c'est que si la personne est en surcharge pondérale, elle va se retrouver avec une grosse chaussure parce qu'elle est en surcharge pondérale. Et ça c'est donc. Ouais. Et je peux, par rapport au surpoids d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, parce qu'il y a beaucoup de fausses croyances sur ça, les études montrent en tout cas qu'un coureur en surpoids ne risque pas forcément plus de se blesser qu'un coureur léger. Et ça, faut l'intégrer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent l'inverse. Et en fait, c'est plutôt... en fait, quel que soit le poids du coureur, c'est sa capacité à modérer ses forces d'impact au sol qui va déterminer le stress global qui va imposer sur son corps et secondairement ses blessures. Donc, si quelqu'un en surpoids essaye de modérer ses impacts, avoir une cadence élevée, tout ça, il aura peu de chances de se blesser, même s'il est en surpoids. Exactement. C'est ce que je milite toute la journée. J'encourage, en tant que bon extrémiste, je dis que la course à pied devrait être obligatoire au-dessus de 50 ans. Parce que c'est pareil, je dois arrêter de courir, j'ai de l'arthrose de genou. Mais non, c'est le seul sport qui va guérir ton arthrose de genou. Et je pense que je suis bien placé parce qu'en maîtrisant 3 sports, j'entraîne dans 3 sports différents. J'en ai marre que j'ai mal au genou, donc il m'a dit d'aller nager. Mais le médecin n'a sûrement jamais nagé. Au contraire, il n'y a pas de contrainte, quoi. La contrainte, en fait, maintenant, on a assez avancé sur les cartilages pour savoir que si on gère la contrainte, en fait, on va se soulager le genou. Moi, dans tous les pathologies que j'ai rencontrées au niveau lombalgique et genou, je pense qu'il y a peut-être que 5% des gens que j'ai rencontrés à qui je dois interdire la course à pied, et les autres, je les encourage. Mais il va falloir conduire cette course à pied, il va falloir la gérer avec une notion de, comme a dit Stéphane, de fréquence de pas, mais moi, surtout, ce qui m'importe, c'est la vitesse. Ils vont tous trop vite. Ah oui. Et puis, il y a les montres Garmin, j'ai cité une marque, tant pis, mais des montres GPS, on va dire. Ils veulent tous aller à une certaine vitesse, faire mieux que la fois d'avant. Alors, justement, vas-y, allons-y, donne-nous quelques conseils par rapport à ça. Attends, avant de passer à autre chose, une dernière question, celle d'Émilie qui a posé la question tout à l'heure. Vous pensez quoi pour quelqu'un qui porte des semelles par rapport au port de chaussures, et après ça, on peut changer de thème. Ok. En fait, normalement, je suis censé me modérer. Vous voulez vraiment savoir ou... Non, la semelle, c'est... En fait, si la personne porte des... Je ne sais pas si elle a vraiment une différence réelle de longueur de membre inférieur et qu'elle a une semelle orthopédique vraie dans la vie de tous les jours et tout, je ne vais pas me permettre de l'enlever, quoi. Je vais analyser la situation. Mais quelqu'un qui s'est blessé, qui fait faire une paire de semelles et qui arrive dans le cabinet, généralement, je ne suis pas de bonne humeur. Parce qu'en fait, on n'a pas donné la chance au produit. Et le produit, c'est le patient. Peut-être qu'il faut juste recalibrer sa charge et que j'ai pas besoin de cette semelle. Parce qu'en plus, avec les chaussures de maintenant, là, on galère. Nous, au niveau des fois, on met des semelles pour avoir un peu plus de performance. En certaines chaussures, on galère en fait à mettre la semelle dans la chaussure. Mais généralement, je vais être pas pour la semelle. Mais pour tempérer, pardon, vas-y. Ouais. Non, mais j'allais dire pour modérer. J'allais dire, voilà. Pour tempérer un peu tes propos, la littérature a quand même tendance à montrer qu'en aigu, sur les pathologies de contrainte, type syndrome fémoro-patellaire, type syndrome de la bandelette îliotibiale, il y a un intérêt léger et que ça permet de favoriser une meilleure récupération en aigu pendant les premiers mois post-pathologie pour aider à se libérer un petit peu de ça. Ouais, bien sûr. Mais après, c'est toujours une histoire de coût. Mais moi, chez certains athlètes, si je mettrais une semelle, elle serait valable 15 jours. À 34 € la semelle, c'est compliqué, quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est toujours pareil, hein. C'est le débat de la semelle. Mais je ne suis pas contre toutes les semelles. Hein. Mais généralement, je vais essayer de la limiter au maximum. Maintenant, en plus, par exemple, avec des tapes hyper solides, on va réussir à remonter un petit peu le naviculaire. Bon, on va arriver à bricoler. Quoi. C'est un peu notre job. D'accord. Ok. Du coup, c'était quoi là? On s'était dit, ouais, on allait enchaîner sur quoi? Du coup, j'ai oublié.
Ben là, justement, on parlait de la quantification du stress, les coureurs, et les pathologies qui reviennent le plus souvent, du coup. Si on peut nous dire ce que tu trouves en cabinet. Enfin, j'ai une petite idée, mais si tu veux nous dire les plus, on va dire les trucs que tu rencontres le plus. Alors, je vous ai fait un petit PowerPoint léger, histoire de... Attendez, je vais faire un partage d'écran. Histoire de... J'en ai pour 2 secondes. Hop. Vous le voyez là ou pas? Non, on te voit toi. Ah, ça y est. Ce qui est déjà pas mal. Beau gosse, quoi. Donc, dans les pathologies des membres inférieurs, on va aborder un petit peu le bilan. J'ai un petit peu de temps là-dessus, je pars directement là-dessus. Vous voulez que j'aborde un petit peu, qu'on échange dessus et puis que j'enchaîne après? Bah, comme tu veux, déjà présente peut-être les pathologies que tu retrouves le plus souvent, et puis après on verra Alors, pour le traitement. là, c'est un peu de littérature. Donc, bien évidemment, dans les pathologies du membre inférieur, dans les pathologies de la course à pied, on va retrouver en grande majorité des pathologies du membre inférieur avec genoux, jambes, chevilles, pieds qui vont être un petit peu au-delà de ce qu'on peut avoir au niveau de la hanche et au niveau du rachis lombaire. Les pathologies du membre inférieur les plus fréquentes, ça va être les syndromes de la bandelette iliotibiale, le fameux essuie-glace. On va avoir des syndromes fémoro-patellaires qui sont des pathologies. Il n'y a que des kinés ce soir avec nous en fait. Oui, je pense qu'il y a une très grande majorité, mais pas que, mais c'est la grande majorité. Voilà, syndrome fémoro-patellaire sont des douleurs qu'on va retrouver en arrière et autour de la patella. Les fameuses périostites tibiales ou MTSS, médial, tibial, merde, je me souviens plus exactement. Comment? Le stress. Ouais, stress, exactement. Les tendinopathies d'Achille et les fascites plantaires ou apéneuropathie plantaire. Donc ça, ce sont les 5 grandes pathologies qu'on va retrouver au niveau du membre inférieur. Après ça, bien évidemment, on peut avoir tout type de tendinopathie avec les tendinopathies fessières, les tendinopathies du psoas, des tendinopathies au niveau du tendon patellaire. En fait, on va avoir plusieurs types de pathologies. Ça va être les pathologies d'un côté qui vont être mécaniques et de l'autre côté, les pathologies traumatiques. Sur ces pathologies-là, lorsque on enchaîne directement avec l'évaluation du patient, ou ça vous va? Ouais. Vous voulez parler un peu de pathologie de manière générale ou sinon j'enchaîne hein. Ouais, non, vas-y, on suit. Lorsqu'on va recevoir le patient en cabinet, il va falloir l'évaluer. On va recevoir un patient la plupart du temps avec une ordonnance du médecin qui va vous dire traitement pour, j'en sais rien, on va prendre un syndrome fémoro-patellaire. Et donc, en bon kiné qui a l'habitude, on va traiter tous les patients de la même manière et se mettre au protocole en tête. En fait, c'est pas tout à fait ça. Il va falloir essayer d'être spécifique et il y a beaucoup de choses à prendre en compte. La première chose, c'est que lorsqu'on reçoit le patient, la plupart du temps, il a vu son médecin généraliste et les médecins généralistes ne sont pas des spécialistes de la médecine du sport. Et même si on peut faire confiance à son médecin généraliste, je pense que c'est toujours intéressant de réévaluer le patient. Et la réévaluation du patient va passer par, tout d'abord, une bonne anamnèse. C'est-à-dire qu'il va falloir poser des questions à son patient sur la première chose, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est une pathologie qui est arrivée brusquement? J'ai mon pied qui a tourné, je suis parti sur une entorse de cheville. Et dans ce cas-là, on va évaluer la gravité de l'entorse, le type d'entorse qu'on a eu. Ou alors, est-ce que c'est une pathologie de surcharge avec, en général, une arrivée qui va être progressive? Et donc là, on est dans les pathologies dont on parlait tout à l'heure, avec justement un problème de gestion de la charge mécanique. Ça, c'est la première chose, c'est vraiment l'évaluation du bilan, l'évaluation du patient pour évaluer sa pathologie. Lorsqu'on sait comment c'est arrivé, on va lui demander de localiser la blessure pour qu'il soit capable pour retrouver la zone. Est-ce que c'est un site qui va être précis? Est-ce que c'est un point très particulier qui peut nous montrer? Est-ce que c'est assez diffus? Est-ce que c'est tout le temps le même endroit ou est-ce que ça bouge un petit peu?
est-ce que ça va être reproductible à la palpation? Est-ce qu'on va avoir des douleurs irradiantes qui diffusent, c'est-à-dire un point un peu précis et puis ça va diffuser dans le membre? Tout ça, ça va nous permettre de diagnostiquer un petit peu de manière kinésithérapique, de diagnostiquer, c'est pas facile à dire, hein, de diagnostiquer la pathologie du patient. Pardon. Je suis passé directement de 3 à 4. Ah oui, j'ai passé les tests spécifiques. Donc les tests spécifiques, en fonction des pathologies, ça va être plus ou moins fiable. Par exemple, on sait que les tests fémoro-patellaires sont très peu spécifiques. On va déjà s'attarder au fait que est-ce que les tests type rabot, type déplacement de la patella, etc., est-ce que ces tests qui sont décrits dans la littérature vont reprovoquer la même douleur, pas une douleur, parce qu'ils sont tellement peu spécifiques qu'on peut avoir des tests positifs et qui vont être non spécifiques de la pathologie. Mais déjà, est-ce qu'il va y avoir une reproduction de la douleur? Et ensuite, pour le syndrome fémoro-patellaire, on sait que c'est en général un diagnostic d'exclusion. C'est-à-dire qu'on sait que ce ne sont pas les autres pathologies, donc ça nous oriente vers un syndrome fémoro-patellaire. Pour des tendinopathies, ça va être la triade, douleur à la palpation, douleur à l'étirement, douleur à la contraction, etc., etc. Donc, il va falloir faire des tests qui vont nous permettre de déterminer la pathologie. Une fois qu'on a déterminé la pathologie, les choses ont pas mal évolué ces dernières années, c'est-à-dire qu'on a pu un catalogue en se disant, voilà, j'ai cette pathologie-là, je sais que chez ce patient-là, il a un syndrome fémoro-patellaire, donc je vais étirer un petit peu les ischio-jambiers, je vais étirer le quadriceps et je vais renforcer le quadriceps et les fessiers parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je contrôle le valgus dynamique, il fallait que je travaille un petit peu. Pour toutes les pathologies, c'est des pathologies biomécaniques, c'est-à-dire que souvent, on va avoir une perturbation de la mécanique du membre inférieur qui va engendrer cette pathologie. Et donc, il faudra évaluer la mobilité articulaire. Mobilité du rachis, est-ce qu'on est bien souple au niveau du rachis? Est-ce qu'on a une bonne mobilité en flexion, extension, les inclinaisons? Principalement les mobilités hanches, genoux, chevilles. Si vous avez des... Alors ça, c'est pas spécialement décrit dans la littérature, c'est pour ça que les gens pensent pas forcément à aller chercher ça. Mais si vous avez des restrictions de mobilité au niveau des hanches sur la rotation médiale, la rotation latérale, on peut avoir une augmentation des contraintes au niveau du genou qui vont favoriser l'apparition du syndrome fémoro-patellaire. Et donc ça, au niveau hanche, genou, cheville, est-ce qu'on a une bonne liberté de mouvement dans les amplitudes? On va regarder si l'amplitude est bonne et ensuite on va la comparer par rapport au côté contralatéral. Et enfin, on évaluera, alors là, il y a beaucoup moins de choses qui sont présentes, mais on évaluera l'extensibilité musculaire pour faire en sorte que ça n'augmente pas les contraintes au niveau du membre inférieur. Si vous avez besoin d'en rajouter sur différents points, n'hésitez pas, hein, les gars. C'est bon pour vous? Ouais. On évaluera également la force musculaire parce qu'il y a la biomécanique avec les restrictions de mobilité, mais également un muscle qui s'engage pas bien. Parfois, on voit une amyotrophie, donc on peut remarquer qu'il y a un endroit qui est moins développé, mais ça favorise pas forcément moins de force. Mais il faut évaluer la force soit avec des break tests, soit avec des capteurs de force qui permettent de quantifier un petit peu ce qu'on va avoir comme force au niveau des fessiers, qui ont un rôle important dans le contrôle du genou, par exemple, dans le plan frontal, des ischio-jambiers et du quadriceps, et également triceps et muscles tibial postérieur et fibulaire. Il n'y a pas non plus de description qui nous oriente vers juste, on va évaluer sur un break test et donc c'est suffisant, ou alors il faut prendre un dynamomètre pour quantifier un petit peu le déficit et nous permettre d'avancer un petit peu et d'évaluer la progression. Ça, par contre, je ne sais pas si toi, tu as un peu de chiffres là-dessus, Abric. Moi, je n'ai rien trouvé dans la littérature qui m'orientait par rapport à ça. Alors, il n'y a pas des chiffres précis, mais par contre, c'est les Canadiens qui sont vachement à fond là-dessus. C'est sur le retard de mise en activation des fessiers. Et en fait, ce retard de mise en activation, souvent, il est aussi traduit par un déficit de force qu'on teste au capteur. D'accord, ok. Sur l'abduction simple. Non. En fait, quand ils disent les fessiers, c'est à la propulsion surtout. Grand fessier.
On l'oublie beaucoup en fait. D'accord. Donc ok, grand fessier en extension, et donc tu l'évalues au capteur manuel sur l'extension. Ouais. D'accord, très bien. Ça va être hyper important après les programmes de réathlétisation. En fait. Ok, donc ce retard d'activation, ça entraîne un déficit de force. Alors ce retard d'activation m'entraîne un déficit de force, quoi. Il met trop de temps à déclencher de sa force. Et en course à pied, ça va se traduire par une surcharge d'un autre élément de la chaîne postérieure de propulsion. Okay, d'accord. Ok, très bien. Autre chose à proposer sur l'évaluation de la force? Je passe vite, hein, le but c'est pas de faire un cours complet. Non, après moi, mon dada, c'est le foot corps, quoi, l'évaluation. Ouais. Tu l'évalues comment ton foot corps? Enfin, pas ton foot corps, d'abord l'évaluation du tronc. On peut aborder le sujet après si tu veux. Ouais, bah, passe, tu me diras quand il faudra. Mais... Eh ben, une fois que j'ai fini mon bilan, après ça, on va parler vite fait de quelques pathologies. Et puis après ça, on aborde le foot corps et le corps training. Et le dernier, alors le bilan fonctionnel, pour être franc, moi j'évalue uniquement sur le SEBT en première intention. Et après ça, sur le retour à l'activité, quand la pathologie a été trop douloureuse pendant un moment, je réévalue sur des hop tests, single leg, triple hop, side hop, qui sont des tests un petit peu différents. Il y en a qui vont évaluer l'explosivité de manière symétrique d'un côté par rapport à l'autre. Il y en a d'autres, l'endurance de force sur la propulsion. Mais moi, je n'y vois pas trop l'intérêt à évaluer sur un bilan initial, par exemple. Ouais. Moi, je fais quand même uniquement au moins le single leg, quoi. Ah, en bilan initial? En bilan initial, single leg et le latéral step down. Ok, très bien. Sur un bilan qualitatif, alors, dans ce cas-là? Ouais, bah, surtout si le coureur débutant qui s'est blessé, au moins pour voir comment il allume ses moyens fessiers, quoi. D'accord. Ouais, moi, je le fais plus en analytique avec mon capteur de force, justement. Et résultat, je passe sur les fonctionnels. Mais effectivement, peut-être que c'est plus complémentaire de le faire de deux manières différentes. Latéral step down, on parle en termes anglais, c'est la descente d'une marche d'escalier. Ouais, tout à fait. Vas-y, décris-le parce que... Je disais décris-le parce que je pense qu'il y en a quelques-uns qui ne doivent pas connaître la descente et ce que tu cherches et ce que tu regardes en fait. Le latéral step down, je mets le patient sur une marche. Sur un marchepied par exemple. Ah oui, le marchepied en latéral. Et je lui demande de venir poser l'autre talon au sol. Et ce que je regarde, c'est la bascule du bassin. Je regarde s'il arrive à descendre, poser son pied, son talon ou pas. Mais je lui donne aucune consigne. Je lui demande juste de venir poser son talon. Et je me fais une idée de comment il tient son bassin. Et alors, tu regardes aussi le genou, non? Et alors, non, pas que le genou. Je regarde surtout le pied et le bassin. Parce que le pied va me donner aussi une indication. L'effondrement? Qui s'effondre à l'intérieur. Exactement. Et le genou qui part en dedans et le bassin qui tombe. Ouais. Après, c'est surtout voir s'il sait gérer son bassin. Et après, il n'a peut-être pas un déficit du moyen fessier, c'est juste qu'il ne sait pas le contrôler. Ça peut venir du core stability aussi. D'accord. Ok. Eh ben, est-ce que tu veux nous expliquer comment tu évalues le core stability et le foot core en séance? Ça peut être intéressant, ça. Alors, déjà, maintenant tout le monde comprend ces termes, mais il y a 20 ans, quand je parlais de ça, personne ne me comprenait. Le core stability, donc c'est un peu, on appelle ça maintenant plutôt le core training, donc c'est le gainage profond. Donc pour moi, il a une grande importance parce que c'est lui qui va me tenir mon bassin. Donc le SEBT, en fait, il va me permettre, donc pour ceux qui ne connaissent pas le SEBT, c'est le Direction Balance Test, mais on fait le Y généralement. On fait les 3 diagonales qui sont là. Sinon, si on a le temps, on fait les 8 diagonales, mais les 3 sont déjà très bien. Quand il les fait, ça me permet de voir comment il va s'organiser. Est-ce qu'il va s'organiser autour de sa hanche d'appui, créer de la rotation interne, rotation externe? Est-ce qu'il va casser deux? Est-ce qu'il va gainer? Est-ce que quand il va faire une flexion de tronc, il va tenir son tronc? Et en même temps, je regarderai aussi son pied. Et son pied, déjà, il va me donner une indication. Est-ce qu'il a le pied qui s'effondre? Est-ce qu'il a le pied qui tremble? Est-ce qu'il arrive à se corriger? Donc là, ça va me donner une indication, mais malheureusement, je vais avoir du mal à reproduire un bilan intermédiaire au final. Donc, j'utilise souvent ma caméra. Et pour le foot corps, là, il y a les anglo-saxons qui sont partis sur un test. Alors, l'étude, elle est pas mal, mais il n'y a pas assez de patients. Eux, ils demandent un single leg, de se tenir debout sur une jambe
pendant 30 secondes, le pied ne doit pas trembler. Et finalement, si on essaye sur nous-mêmes, eh ben, on n'est pas beaucoup à réussir à le faire. Et ça, c'est notre foot corps. Tu fais les yeux fermés, c'est ça? Non, Pas les yeux ouverts. Les yeux ouverts. D'accord. Donc rien que les yeux ouverts, tu n'es pas capable de te stabiliser pendant 30 secondes, eh ben, ça veut dire que ton foot corps, en fait, il n'est pas réactif. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas fort. Ça veut dire qu'il ne sait pas s'allumer. Et souvent, les patients, ils n'ont pas de notion de ce que j'appelle le tripode du pied. Donc c'est l'os du calca, la tête du premier méta, la tête du cinquième méta. J'appelle ça mon tripode. Et quand on est en statique, il faut que ce tripode il soit un tiers, quoi qu'il arrive. Et le patient, il le cherche ce tiers. Il essaye de se stabiliser. Donc ça va être intéressant parce que dans ma rééduque, il va falloir que je lui apprenne à être fort sur son tripode. Et en première intention, par contre, je n'explique pas du tout ce que je cherche. Sinon, après, il va tricher et mon test d'après sera plus valable. Mais je trouve que ce test de 30 secondes, finalement, je ne le faisais pas. Et il est pas mal. Parce que quand je refais ça un mois après, je vois tout de suite s'il a progressé et s'il tient 15 secondes, 20 secondes ou les 30 secondes. D'accord, très bien. Voilà. Et les déstabilisations que tu trouves, c'est quoi? Tu regardes si le pied est fixe, s'il tombe pas, s'il s'effondre pas à l'intérieur, s'il se creuse pas, ou tu regardes seulement les bras et le tronc? Alors, les bras, dans cette là ils n'ont pas le droit d'aider, ils sont au bassin. On condamne les bras, donc je mets les mains au niveau des hanches. Et par contre, oui, je regarde exactement comment en fait il bouge avec son tronc pour réaliser le mouvement le moins possible sur un Y. Ouais. D'accord. Parce qu'il aura forcément une préférence motrice. Je ne peux pas imposer en fait le choix à tout le monde. Il y en a qui vont être plus forts sur une chaîne postérieure, plus forts sur une chaîne antérieure, donc ils vont aller chercher de la force dans leur préférence motrice. Ok. Mais c'est pas évident d'arriver à quantifier ce core stability parce que avant on disait un corps fort et on le veut pas forcément fort, on le veut ultra réactif. Donc on veut cet ensemble de couples musculaires qui soit hyper réactif pour que quand je vais venir mettre mon point d'impact au sol, je sois hyper réactif sans y penser. Parfait, merci. Est-ce que tu peux nous dire justement, parce que la notion de force, on l'a, et la notion de réactivité sans y penser, c'est déjà un petit peu plus abstrait là. Oui. Comment tu abordes ça pour arriver à développer cette compétence? Mais lui, au patient, je lui en parle pas du tout. Non, mais toi, quelles sont les consignes que tu donnes? Non, il va falloir que je développe un pied fort, réactif. Donc tous les exercices de foot corps qu'on voit un peu passer sur Insta, donc les orteils, et après des exercices de plus en plus évolutifs en y mêlant les membres supérieurs. Parce qu'en fait, on court beaucoup avec nos bras quand même. Hein. Est-ce que tu as quelque chose qui le rend plus réactif? Parce que, moi, souvent, ce que je vois, c'est effectivement pour renforcer. Donc ça, d'accord, mais comme tu dis, le fait de le renforcer, c'est presque comme un périnée. C'est pas parce qu'il est fort finalement qu'il va fonctionner à l'effort, tu vois. Après, on va travailler avec de la réactivité, avec des espèces de blast pods. Il y a plein d'outils pour le rendre réactif. Hein. Mm-hmm. Le plus dur après sera de voir si ton travail que tu as fait, il sera efficace dans sa course. Parce que il y aura d'autres paramètres qui vont rentrer en cause dans la course. Mais ça, c'est à nous d'avoir bien la reprise de la course avec des bonnes consignes pour mettre en application le travail qui est fait. Ne serait-ce que par les gammes athlétiques. C'est pour ça que je travaille beaucoup pieds nus. Je fais beaucoup les gammes athlétiques dans l'herbe pour mettre en pratique tout de suite ce foot corps. Je fais beaucoup de gymkhana, donc des parcours assez sinueux dans l'herbe. Aussi pareil pour modifier les appuis pour que tous les muscles du pied travaillent. Et ça peut durer, chez mes athlètes de haut niveau, on peut faire des séances de 45 minutes comme ça. Quoi. Mais ça fait 10 ans de concentration. Mais voilà. Ou ceux qui habitent près de la plage, ça peut être aussi bosser dans le sable. Ah oui. Quand j'ai commencé ma carrière, je voulais faire une partie du cabinet dans le sable. Bon. Au niveau hygiène, ça n'a pas duré longtemps la réflexion. Tu m'étonnes. Ok, vas-y, on te redonne la main, Martin, là, pour continuer ton bilan. Alors, on peut passer au tendinopathie. Alors, mon bilan, je m'arrête là. Il y a également à la fin, j'en ai pas parlé là, mais il y a bien évidemment un bilan sur la course à pied. Ouais. Ça, je suis pas expert, je me sers de quelques bases. Je pense que Emric est largement plus calé que moi là-dessus.
et je pense qu'on peut lui redonner la main sur le bilan de la course à pied. Qu'est-ce qu'il voit? Alors, en gros, il peut reprendre, mais en gros, on va faire courir le patient sur le tapis et on va le laisser courir pendant quelques instants. Alors, pour ma part, pas forcément à haute vitesse, sur une allure dans laquelle il se sent bien, où il est à l'aise. Et puis, on laisse passer quelques minutes avant de le filmer de côté et puis de dos pour voir un petit peu, en ayant un plan assez large, parce qu'il faut voir son comportement membre supérieur, hanche et membre inférieur, voir l'attaque du pied, voir la bascule du bassin, voir l'orientation des épaules, etc. Est-ce que tu veux le développer un petit peu plus, Cédric? Ouais, alors, je fais de moins en moins courir sur tapis. Bon, bah merde. Non, mais parce que j'ai beaucoup fait courir sur tapis. Et parce qu'en fait, maintenant, on a la chance que les gens, ils ont des téléphones qui filment. Et je demande souvent s'ils n'ont pas une vidéo d'un copain qui les a filmés. Un petit peu à l'eau. Et souvent, par exemple, si c'est, je vais citer une pathologie, mais si c'est un TFL qui se manifeste à 40 minutes, je vais lui dire, et ton copain, il t'a jamais filmé vers les 30-40 minutes? Si, je vais essayer d'exploiter cette vidéo qui me rapportera beaucoup plus d'infos que le tapis. Mais bon, si j'ai pas le choix, je me servirai du tapis. Et effectivement, si je fais le tapis, alors moi, par contre, je demande beaucoup plus, en fonction de la personne qui est en face de moi. Si c'est quelqu'un, par exemple, qui se blesse à 40 minutes, oui, je vais l'envoyer en extérieur faire 20 minutes de footing. Je fais pareil que toi. Et après, c'est vrai qu'il y a l'adaptation sur le tapis. Bon, moi, je le vois déjà avec mes athlètes de haut niveau. Je les vois pas courir de la même manière souvent partant que sur un tapis. Ils n'ont pas la même foulée. Ouais, puis moi en plus c'est des grands ados un peu mecs, donc si pour peu que dans la salle il y a un peu des nanas, ça va tomber le torse. Non mais ça paraît rigolo, mais ça modifie tout quoi. Parce que il y a plein de paramètres qu'on pense pas regarder, comme la position des épaules et des omoplates, tout le reste. Et quelqu'un qui va essayer de se tenir droit en courant alors qu'il ne l'est pas dans son jogging, il va me parasiter. Mais par contre, j'attache beaucoup moins d'importance sur la pose de pied au sol. Alors, parce que mes jeunes, là, ils sont à fond là-dessus, comme j'aurais un peu appris. Ils sont toujours en train de dire, regarde, lui, il est talon, lui, il est médio-pied, lui, il est avant-pied. Et je lui fais voir des vidéos, je fais, regarde, le champion olympique, il est talon. Et il me dit, ah ben, il se blesse pas. Je fais, mais non, il a couru toute sa vie comme ça. Donc, c'est pour ça que avant, on avait tendance à vouloir mettre tout le monde médio-pied. Et quand on faisait une analyse vidéo, c'était la première chose qui nous sautait aux yeux. Alors que la première chose qui devrait nous sauter aux yeux, c'est pas aux yeux, c'est aux oreilles. Est-ce que le patient est en train de marteler mon tapis? Donc s'il martèle mon tapis, c'est que son appui il est beaucoup trop puissant. Donc par contre ça, je vais me le noter. Ensuite, c'est est-ce qu'il a une grande oscillation verticale? Ça va être des paramètres super faciles à corriger pour lui déjà dans les premières intentions. Et l'analyse de la course en vidéo, elle va aussi me permettre qu'un mois après, si je veux lui faire voir ses progrès, je serai reproductif, ce sera le même tapis. Mais c'est très dur de trouver la bonne vitesse. On avait trouvé des vitesses avec l'autre formateur qui intervient avec moi sur la course à pied. Il y avait une étude qui démontrait qu'en dessous de 15 km/h, on était difficilement reproductible. Et j'ai pas beaucoup de patients qui sont à 15 km/h en allure de footing quand même. Donc c'est très dur. Il me semblait que j'avais vu justement des articles qui disaient qu'il fallait faire courir les patients justement à allure continue dans laquelle ils se sentaient bien justement, où ils n'étaient pas assez essoufflés et où ils avaient une capacité à courir longtemps sur cette allure-là. Qu'on appelle de les faire courir en endurance fondamentale. Ouais. Pour l'échelle de Borg, là, de ressenti de l'effort, il faut que quelqu'un se situe à 2, maximum 3 sur 10. Et moi je leur dis il faut qu'ils soient capables de chanter. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu peux pas chanter dès que tu es déjà en sur-régime. Ou de respirer par le nez. J'aime bien leur dire chanter, ça les calme, tout de suite ils redescendent. Et ouais, j'aimerais juste rebondir sur. Tu parlais de l'attaque talon, l'attaque médio-pied, avant-pied. Et tu disais que c'est vrai qu'on voit des athlètes, des pros attaquer talon. Mais en fait, moi, ce que je trouve important, c'est vraiment que oui, on peut attaquer médio-pied ou des fois, il y a des athlètes qui attaqueront talon. Mais c'est surtout là où tu vas poser le pied par rapport au centre de gravité de ton bassin. Ouais. Ce qui est très délétère, et en tout cas qui n'est pas du tout économique pour la course et où on risque des blessures, c'est vraiment quand
les gens qui font des grandes foulées avec le talon qui vient vraiment en avant du centre de gravité, qui vient vraiment buter le sol. Ça, c'est vraiment pas bien parce que du coup, le genou est proche de l'extension, la cheville joue pas son rôle d'amortisseur, et il y a des trucs comme ça. Alors que quand on attaque talon, mais qu'on vient poser le pied au niveau du centre de gravité du bassin, ou légèrement en avant, là, il y a peu de problèmes, quoi. Alors ça, c'est des gens on appelle ça les gens qui ont un talon proprioceptif. Alors ne me demande pas pourquoi, c'est pas moi qui ai trouvé ce mot. Et effectivement, en fait, c'est tous les champions qui ont un talon, ils sont quasiment au même endroit d'impact que s'ils auraient eu un médio-pied. Voilà. Et ce qu'on veut surtout, c'est qu'ils n'attaquent pas genou tendu. Quand on parle des récréatifs, hein, on va laisser tomber les athlètes de haut niveau, mais mon récréatif, je ne veux pas qu'il attaque genou tendu parce que sinon, tout le travail de foot court qu'il va faire, il ne va pas le mettre en action. Toute la mobilité de cheville que tu te seras embêté à travailler, il ne va pas la mettre en action. Et c'est tout le genou, c'est tout ce qui est au-dessus du genou qui va prendre moins la période. Et ça sera tout de suite, ça c'est du syndrome fémoro-patellaire dans le mois qui suit ça. Donc voilà, je voulais juste dire ça parce que c'est vrai que c'était à la mode de dire faut pas attaquer talon et tout ça. Maintenant, on en est revenu, on a dit bon bah ok, on peut attaquer les talons, mais il y a quand même l'importance de où je pose mon talon par rapport à mon centre de gravité, quoi. S'il est sous le corps, ça va, ou légèrement en avant, mais si c'est vraiment trop loin devant, là c'est quand même agressif. Alors par contre, à force d'avoir dit des choses comme ça depuis 20 ans ou 15 ans, il y a quelques années, le pourcentage était de 83% de gens qui attaquaient talon, sans regarder où ils posaient exactement le talon. Hein. Et en 2022, au marathon de Valence, donc c'est le marathon le plus rapide en Europe, c'est un chiffre qui m'a fait énormément plaisir et même peur, et un peu peur. 49% des gens sont passés médio-pied. Ouais. Et c'est juste énorme, quoi. Moi, je me suis battu pendant des années à vouloir faire avancer les choses. Et finalement, alors je ne sais pas malheureusement si c'est la chaussure qui a ce fameux rocker qui fait qu'on bascule en avant, là, mais c'est un chiffre qui est à retenir. Ça veut dire que les gens, quand même, en copiant les autres qui courent, on aime bien mimer celui qui court, d'eux-mêmes sont venus se positionner un peu mieux sous le bassin. C'est vrai. Donc c'est intéressant pour nous en tant que kiné, ça va nous permettre d'avancer sur un truc et on va se retrouver plus qu'à gérer beaucoup plus les surcharges, des blessures de surcharge et moins de ce qu'on appelle le get retraining, là, le reconditionnement à la course. Ok. Juste, alors, on a fait un petit peu le bilan, là, ce qu'on pouvait un petit peu regarder. Si on passait un petit peu aux pathologies un peu fréquentes, et je crois qu'on voulait parler des tendons, quoi, des tendinopathies. Ouais. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce qui se fait maintenant pour la gestion des tendinopathies ? Ouais, attends 2 secondes, j'allume ma lumière parce que je faisais avec le soleil, je suis à Lille, mais il faisait vachement beau. Donc je faisais avec le soleil, là il est en train de se coucher, je vais allumer la lumière. Oh l'arnaque. À Lille, il y avait du soleil, il nous a dit. Ouais, tu viens jamais les bonnes semaines, quoi. Tu ne viens jamais les bonnes semaines. Ta femme, elle a éteint la lumière, donc tu la rallumes, c'est surtout ça. Je suis encore au cabinet. Ah voilà. Je préférais être au calme sans les enfants. Tu m'étonnes. Donc, les tendinopathies, elles peuvent être assez fréquentes. Ça fait partie des principales pathologies de surcharge du membre inférieur. Elles peuvent apparaître à peu près sur toutes les insertions tendineuses. On va voir souvent des insertions des disques jambiers, le moyen fessier, le petit fessier, les insertions proximales au niveau du tenseur du fascia lata, le psoas, tendinopathie patellaire, tendinopathie d'Achille. On va mettre là-dedans aussi le syndrome de l'essuie-glace, qui est le syndrome du tractus iliotibial, qui n'est pas une tendinopathie parce qu'en fait, on sait que maintenant, a priori, on sait, en tout cas la littérature a tendance à montrer que ce n'est pas une tendinopathie d'insertion, mais c'est une bursite réactionnelle suite à des contraintes de compression entre le tendon et l'épicondyle latéral du fémur. On peut y associer dans le type de traitement également les fasciites plantaires, même si ce n'est pas un tendon à proprement parler. Et par contre, je ne l'ai pas noté là, mais il y a bien évidemment les tendinopathies de la patte.
Le traitement des tendinopathies, en fait, il a beaucoup évolué ces dernières années avec Jill Cook. Ça n'a pas arrêté de changer. Au début, on parlait de tendinite parce on estimait que c'était un problème inflammatoire. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que c'était un problème de surcharge mécanique et que, en fonction du type d'atteinte du tendon que l'on avait, alors ça peut être, je ne vais pas le détailler là parce que sinon on en a pour des heures, mais en fonction du type d'atteinte du tendon, est-ce que c'est un tendon qui est réactionnel et dans ce cas-là, c'est en aigu et c'est juste une réadaptation simple de la charge, parfois même un repos pendant juste quelques jours et reprendre progressivement qui vont suffire à régler le problème. Ensuite, il y a les tendinopathies, ce qu'on appelle tendinopathies disripères, qui vont être des tendinopathies sur lesquelles on a mis un peu de charge et qui commencent, là on va avoir le tendon qui commence à s'abîmer et donc il faudra le mettre en contrainte. Et après ça, des tendinopathies dégénératives où la structure du tendon est abîmée, enfin il y a une partie de la structure du tendon qui est abîmée, mais la rééducation, on aura un intérêt, c'est sur la partie saine du tendon. Voilà. La partie qui est dégénérée, on va estimer que cette partie-là, elle est perdue entre guillemets, elle ne va pas se renouveler, mais la partie autour de cette partie dégénérative a besoin de travailler pour justement épaissir la partie saine et compenser cette partie un peu dégénérative. Je passe là-dessus, ça va être un petit peu trop long sinon. Lorsqu'on a une pathologie tendineuse, il va falloir suivre une progressivité dans la mise en charge. Cette progressivité, elle va dépendre de la contrainte de chaque type de renforcement qu'on va proposer. On a une première phase qui va être une phase isométrique. Alors, cette phase isométrique, elle met un peu de contrainte sur le tendon, mais elle ne va pas favoriser l'adaptation du tendon à la contrainte. Elle a plutôt comme objectif de moduler l'information qui va arriver au cerveau. C'est-à-dire que le cerveau, il reçoit une information et c'est le cerveau qui va décider s'il y a une douleur ou pas. On sait que le travail isométrique va permettre de moduler cette information et faire en sorte que l'information devienne moins douloureuse. De cette manière-là, on sait aussi que le cerveau va inhiber la contraction musculaire à cause de la douleur lorsqu'il y a une tendinopathie ou une pathologie de contrainte. Et donc, le fait de favoriser par le travail isométrique cette inhibition, on va lever l'inhibition corticale et donc favoriser une meilleure contraction. Lorsque le patient va être moins systématiquement douloureux, on passera de l'exercice isotonique. Donc l'exercice isotonique, c'est l'exercice dynamique. Et là, on parle de isotonique parce qu'il faut une charge constante. On fera les exercices avec des poids et non des élastiques. D'accord ? Même pour les fessiers, si on arrive à mettre des charges plus régulières plutôt que de travailler à l'élastique ou en fonction de l'amplitude du mouvement, la résistance va augmenter, c'est mieux. Si on peut faire qu'avec les élastiques, c'est pas très grave, on adaptera. Mais il faut essayer de faire en sorte que justement ce soit le plus régulier dans la mise en contrainte. Il faut charger le tendon, lui proposer des exercices ou ce qu'on appelle HSR maintenant, c'est-à-dire des exercices lourds avec une mise en contrainte lente. Je sais quelle question tu vas me poser, Cyril. Pendant longtemps, on a proposé des exercices excentriques sur les tendons parce que les études avaient montré qu'on avait un renouvellement du collagène qui était beaucoup plus important avec l'exercice excentrique qu'avec l'exercice concentrique. Alors là-dessus, ça n'a pas changé, mais ce qu'on sait que par-dessus tout, ce dont il a besoin le tendon, c'est un temps de mise sous contrainte. C'est-à-dire que plus tu vas charger ton tendon longtemps pendant ton exercice, plus tu vas lui donner la capacité de s'adapter à la contrainte. Et donc, ok, on va chercher à avoir le remodelage du collagène par l'excentrique, même si les autres études ont tendance à montrer que le remodelage par l'excentrique au niveau du collagène, c'est pas si efficace que ça, et que c'est pas forcément ce qu'on va chercher dans la guérison de la pathologie. Mais ce qui va être important, c'est avoir un tempo lent sur de la contraction concentrique, excentrique, avec des répétitions qui vont augmenter la contrainte sur le tendon et qui vont le forcer à s'adapter petit à petit. Donc aller à l'échec. Alors, pas forcément. Plus ou moins, oui, il y a plusieurs façons de travailler. Dans le renforcement de manière globale, on peut soit proposer du travail qui va être très lourd, avec des répétitions axées sur un pourcentage de la force max, soit on va faire des exercices qui vont être un petit peu moins en charge et on ira juste
jusqu'à presque l'échec pour avoir où on aura des répétitions un peu plus longues. Mais par contre, on ira mettre le muscle sous fatigue et on ira stimuler au maximum comment ça s'appelle on ira faire en sorte de développer la stimulation neuromotrice pour faire en sorte que le muscle se mette en charge. Mais donc, est-ce que On est c'est sur- pareil si tu fais, je sais pas moi, 20 répétitions avec une charge très importante ou si tu en fais 60 avec une charge beaucoup plus légère? Non, 60, c'est beaucoup trop. Il faut plutôt aller. La comparaison serait plutôt est-ce que c'est mieux de faire 5 à 8 reps avec une charge très lourde ou 12 à 18 reps avec une charge un petit peu moins lourde. On a tendance à penser que la charge la plus importante permet le plus d'adaptation. D'accord. Donc jusqu'à une dizaine de reps, c'est ça que tu dis? Ouais, même un petit peu moins, aller faire du travail de force du travail de force avec du tempo lent. Est-ce qu'on C'est-à-dire qu'on n'est peut... pas sur de la 1 RM, bien travailler et développer le muscle au maximum. On est sur ma répétition où, par exemple, je vais demander 3 fois 8 reps avec 2 reps de réserve maximum. Reps Ouais. de réserve, ça veut dire que le patient n'est pas capable d'en faire 2 de plus après. Et Donc, ça, on sait qu'on va être sur une charge lourde. Ouais. donc si je résume pour simplifier pour ceux qui écoutent là, on pourrait estimer que sans avoir une RM1 qu'on fait pas souvent, on va dire, sans avoir de Sans avoir RM1, quoi, comment? sans avoir quoi, tu m'as dit? De RM1, c'est-à-dire Oui. le maximum de charge possible Ouais. d'une rep, on se dit que si le patient est capable de dépasser 8 reps facilement, on charge. Alors, exactement, on charge un peu plus. Mais il faut prendre en considération que tu es sur une pathologie. Et donc, le HSR, c'est au plus lourd avec Une douleur une douleur supportable. limitée. Voilà, on parle de douleur tolérable maintenant. On donnait autrefois, je ne sais pas si je l'ai mis là, voilà, on donnait autrefois des valeurs chiffrées avec une VA et en se disant que on essayait de viser entre 2 et 5. Ouais, moitié. Moi, j'aime. Voilà. Donc 2 et 5 maximum pour favoriser l'adaptation et faire en sorte que la douleur ne soit pas insupportable pour le cerveau. Maintenant, il y a des gens qui ont beaucoup de mal à jauger la douleur, c'est-à-dire que tu leur demandes à combien tu as mal, je suis à 9 sur 10, il ne fait pas de grimace, il n'a rien du tout, etc. Donc les gens ont parfois du mal à évaluer leur douleur. Ouais, et puis Donc attention, on leur et, demande. excuse-moi de te couper, mais il y a aussi une notion que les sportifs, alors un peu moins sur les sportifs, mais quand même, parce que quand tu fais ce type d'exercice, parfois tu peux avoir des douleurs, mais parce que le muscle, il est au taquet, quoi. Donc, tu vois, au On est sur niveau... la pathologie. Ouais, non, non, là, il faut que la douleur de la pathologie, est-ce ouais, que ça reproduit la douleur de voilà, la sur le pathologie? tendon. Et il faut que cette douleur, elle reste acceptable. Elle reste, alors moi, je n'utilise pas acceptable, j'utilise le terme de tolérable. Est-ce que c'est tolérable pour toi? Oui. Eh ben, on va faire ces séries. On va commencer avec des charges. Oui, vas-y. La question, parce que souvent on a ce genre de test où on dit justement la douleur doit être acceptable ou tolérable, mais elle doit arriver en fin de série. Tu vois, Ah dit, oui, si tu démarres, et elle évolue. si tu démarres avec cette douleur, c'est pas bon. Si elle arrive sur 8 répétitions, si elle arrive au 5, 6, 7, 8, ça passe. Tu vois. Est-ce que c'est une question? C'est exactement ça. Il faut que la douleur, elle reste acceptable ou tolérable pendant, à la fin et le lendemain. C'est-à-dire que même si c'est largement acceptable pendant ta séance, après la séance, mais que ton patient il passe une nuit de merde le lendemain et il boite parce que il savait pas, mais ça a été trop fort, ça veut dire que ton cerveau il accepte pas la contrainte. Ça ne veut pas forcément dire que c'est la structure qui n'accepte pas la contrainte, mais en tout cas le cerveau il n'accepte pas la contrainte. Et dans ce genre de pathologie, le cerveau il est vraiment à prendre en considération. Je fais exprès de faire la dissociation entre l'individu et le cerveau, parce que parfois l'individu il veut, mais le cerveau, il ne veut pas forcément. Et là, prochaine séance, tu attends que ce soit revenu à la normale. Exactement. Et donc, je travaille avec ce type de répétition. En général, maximum, allez, quand je suis au début, sur du 12 reps, parce que je sais que ça va être un peu trop douloureux si je charge un peu plus, mais qu'il faut faire un peu plus de répétitions, je vais sur du 12 à 15 reps. Et là, je suis sur 2-3 exercices. Je vois comment ça évolue. Et au fur et à mesure des séances, déjà, c'est une séance sur 2 parce qu'il faut laisser l'adaptation petit à petit au niveau de la structure tendineuse. Et puis, une fois que mon patient il a passé les 48 heures,
Si jamais il n'a pas eu spécialement de douleur, je peux augmenter progressivement de semaine en semaine les séances. Par contre, lorsque je vois que la contrainte est trop importante, j'hésite pas à revenir à une séance où il a eu moins mal. Ok. Alors, il y a une question sur, on vise 5-8 reps à charge lourde, douleur max 5, tout à fait, vitesse lente, c'est quoi 5 secondes pour le mouvement? Effectivement, j'ai pas le tempo 5-5, c'est entre 3 et 5 secondes de contraction en concentrique. Et pareil en excentrique. 3 et 5, on pose une seconde, et 3 et 5, ou 0 ou une seconde. Tu ne fais donc. 3 et 5 secondes. Tu ne fais pas de statique donc. Peu parce que le statique, la plupart du temps, quand je suis passé de la phase isométrique à la phase dynamique, l'échauffement, je propose du statique justement pour lever cette inhibition corticale et pour atténuer les sensations douloureuses. Cette diminution de la douleur par le travail isométrique a été beaucoup montrée sur le tendon patellaire et sur le tendon d'Achille. Il y a d'autres endroits où c'est moins efficace, mais on retrouve chez certains patients cette capacité de diminution de douleur avec le travail isométrique. Donc, hors du tendon d'Achille et du tendon patellaire, même là aussi, il ne faut pas hésiter à essayer avec vos patients, voir si ça leur permet de lever la douleur ou pas. Si ça ne leur permet pas de lever la douleur et que ça n'enlève pas l'inhibition corticale, il n'y a pas forcément besoin de passer du temps sur ce travail isométrique. Ok. Combien de séries? Tu l'as dit peut-être? Alors, en fait, en général, je suis entre. Il va falloir jauger l'effort, c'est-à-dire que quand je commence, je fais un petit peu plus de répétitions avec moins de charge et je suis en général à 4 séries de 12 pour descendre sur du 3 x 5 ou parfois 5 x 5 avec des charges importantes. Voilà, en fait, le but, c'est d'avoir une augmentation des contraintes et de gérer ta charge de manière progressive. Et ça, tu le fais tous les 2 jours? Tous les 2 jours, en gardant une journée de repos où tu peux proposer encore du travail isométrique sur cette journée de repos. Si ça apporte quelque chose au patient, tu peux lui proposer ça. Et ton isométrique, c'est quoi? 45 secondes? Voilà, on essaye de viser du 45 secondes de contraction avec minimum le temps de travail en temps de repos. Parfois, si c'est vraiment douloureux, tu peux aller jusqu'à 2 fois le temps de travail en temps de repos. C'est-à-dire 45 secondes de travail, 1 minute 30 de repos. Et en course interne? Et alors, dans l'amplitude, si c'est au début, j'essaye de faire dans l'amplitude la plus tolérable. Et puis, plus j'évolue, par exemple, sur une tendinopathie patellaire, quand je propose de la chaise pour faire du travail isométrique, si j'arrive à aller à 90 degrés en position de chaise, il reste à 90 degrés en position de chaise. Là, je le propose en chaise plutôt qu'en squat posé parce que le fait d'être en chaise, tu es bien stable et ça évite d'augmenter, de faire fluctuer les contraintes sur ton tendon. Ok. Et sur le tendon d'Achille, du coup, là, tu te mets en course interne pour le coup? Alors là, tu te mets plus en course interne. En fait, tu commences d'abord légèrement décollé et plus tu avances dans la rééducation, plus tu vas te mettre en course interne. Ça va dépendre des muscles et du ressenti du patient. Est-ce que d'aller chercher un petit peu la douleur sans provoquer trop fortement la douleur. Est-ce que ce soit en statique ou alors en isotonique, tu accordes une importance à le faire en libre en fait et sans se tenir, tu vois? Parce que quand c'est lourd, ça devient compliqué. Isométrique, c'est toujours de manière le plus stable possible pour diminuer les contraintes parce que l'isométrique n'a aucun but de remettre en contrainte. Et après ça, quand je suis en isotonique, on passe par exemple, au TRX, au centre de suspension, pour être le plus stable possible, avec petit à petit du squat en charge, de la chaise à quadriceps, etc. Où là, on va augmenter petit à petit la contrainte. Et puis, s'il y a des variations, c'est pas grave, puisque de toute manière, le but, c'est d'amener le plus en plus possible des variations sur le tendon. Mais si tu le fais je pensais au tendon d'Achille, tu vois, où il est difficile d'être stable et en jeu, il n'y a pas que le tendon d'Achille, du coup. Est-ce que tu accordes de l'importance à cette stabilité ou alors peu importe et tu te tiens au mur, tu te tiens... Tu peux te tenir à l'espalier ou te tenir sur une rampe d'escalier au début pour stabiliser, mais tu ne peux pas faire des exercices de renforcement du mollet quoi qu'il arrive du tendon d'Achille sans te tenir sur c'est ça, lourd, ça va être compliqué. Tu fais avec un rack, si tu n'as pas de rack guidé, tu poses ton rack alors pour moi, le rack d'haltéro, c'est vraiment la structure de base pour pouvoir travailler dans un cabinet. Enfin, en tout cas, pour moi. Et donc, tu viens caler ta barre
contre les guides contre le rack, et donc tu viens pousser en montant, en faisant racler ta barre pour avoir de la stabilité, parce que c'est compliqué si tu n'es pas très puissant de venir monter sur la pointe de pied sur un seul pied à la fois Mais pourtant, en isométrique, par contre, c'est possible. Est-ce que ça a du sens pour toi ou pas? Ou En isométrique, c'est possible de monter? Non, de rester en équilibre sans pour autant te tenir, tu vois. Mais est-ce que ça a du sens ou pas? Enfin, je ne sais même pas si c'est vraiment un débat très intéressant. Le but de l'isométrique, c'est pas de renforcer. Le but de l'isométrique, c'est pas de mettre sous contrainte le tendon. Le but de l'isométrique, c'est vraiment inhiber la douleur et lever l'inhibition corticale. D'accord. Donc, donc pas d'intérêt. Si ça arrive à la fin, pourquoi pas, mais sinon, il n'y a pas d'intérêt. Okay. Là, je vois qu'il y a une question. Que pensez-vous du BFR en effet antalgique sur les tendinopathies? Alors, je suis un grand fan du BFR. D'ailleurs, sur la formation, on propose une formation BFR qui permet de faire comprendre aux gens comment ça fonctionne. Le BFR, je trouve ça hyper important. Déjà au niveau de la diminution des afférences nerveuses, ça permet de moins ressentir la douleur, notamment sur les syndromes fémoro-patellaires, mais aussi sur les tendinopathies. Le fait d'avoir cette compression du membre, je ne sais pas si tout le monde connaît le BFR, le fait d'avoir cette compression du membre, ça permet d'inhiber les afférences nerveuses et donc faire en sorte de moins ressortir les contraintes. Il y a peu d'études encore sur l'intérêt dans le tendon, mais a priori, il y a quelques études qui montrent que le fait de travailler sous BFR, ça peut être intéressant même dans la remise en charge. Alors, je reviens un peu en arrière. Le BFR, c'est un manchon de compression. Donc, c'est comme lorsque vous prenez la tension chez le médecin. Vous allez comprimer votre membre au maximum. Vous allez obtenir votre lobe. D'accord? C'est la pression d'occlusion du membre. À quelle pression on va avoir aucun sang qui arrive et aucun sang qui repart. Et avec cette lobe, cette pression d'occlusion totale, je vais travailler. Le but pour un membre inférieur, c'est d'arriver au plus près de 80% d'occlusion. C'est-à-dire, on laisse un peu le sang arriver au niveau artériel. Par contre, on empêche tout le sang de repartir. Et de cette manière-là, vous stimulez en fait la production musculaire. Alors, c'est une cascade inflammatoire, on ne va pas le détailler là, mais c'est une cascade inflammatoire qui fait que ça stimule la production de muscles. Et donc, à la base, c'est uniquement fait pour développer le volume musculaire. Et dans la mise en charge des tendinopathies, moi, j'avais pas mal de doutes sur le fait que ça puisse permettre au tendon de s'adapter à la contrainte. Et il y a quand même quelques études qui ont l'air de montrer que c'est intéressant. Parce qu'avec le BFR, vous allez travailler avec des charges beaucoup moins importantes. En fait, le gros avantage, c'est de soulager le port de charge avec ce manchon d'occlusion. La littérature montre qu'avec une lobe à 80%, avec une pression d'occlusion à 80% de votre pression d'occlusion totale, lorsque tu vas travailler avec des charges qui sont entre 20 et 30% de ta 1RM, ça équivaut à travailler avec des charges qui sont équivalentes à 80% de ta 1RM au niveau de développement musculaire. Donc, en chargeant beaucoup moins lourd, ça permet d'avoir un développement musculaire qui est important et qui est intéressant. Au niveau du tendon, dans la mesure où c'est la mise en contrainte qui est vraiment importante, on aurait pu se dire, est-ce que c'est intéressant ou pas? Alors, dans le soulagement de la douleur, oui, c'est hyper intéressant parce que réellement, comme ça permet d'empêcher l'afflux nerveux, ça diminue vraiment largement la sensibilité douloureuse. Donc là, dans les premières phases, c'est intéressant. Et en plus de ça, encore une fois, il y a quelques études qui ont tendance à montrer que même dans la capacité d'adaptation du tendon, en travaillant avec des charges moins importantes, on aurait, je reste conditionnel, la capacité d'avoir des adaptations qui pourraient corréler avec du travail sans BFR. Voilà. Alors, petite info quand même, il est 20h25, donc je pense que pour tout le monde, on va pas quand même nous amener trop loin, on aura peut-être l'occasion, parce qu'il y a plein de sujets à aborder, mais effectivement, les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais bien qu'on aille au bout de ton protocole. Ouais. Alors, il y a juste Arnaud qui parle de protocole avec 180 reps par jour. J'ai vu passer des choses comme ça et ça fait pas consensus aujourd'hui. A priori, on est plutôt vraiment sur du travail HSR. C'est lourd et lent qui permet la meilleure adaptation. Mais ce qui est dit aujourd'hui dans la littérature, c'est pas ce qui est dit demain. Peut-être qu'on sera capable
d'aller pouvoir que plus tu mets sous contrainte tous les jours et plus ça permettra d'adapter le tendon. Aujourd'hui, ça fait pas encore, c'est pas encore ce qui ressort de la littérature. Voilà, pour la fin du protocole, donc on a les exercices de stockage où là, on va mettre de la vitesse. Le but, c'est pas de continuer à renforcer le tendon, mais c'est de le réhabituer à la mise sous contrainte rapide. Voilà. Puis, on augmente avec des exercices de pliométrie. Et enfin, petit à petit, lorsqu'on a repris de la pliométrie douce, on va reprendre les activités de course tout à fait progressives. Alors, des protocoles de reprise, tout le monde en fait. Il y a plein de choses qui sont proposées. Personnellement, je pense qu'un protocole de reprise entre un patient qui a beaucoup souffert pendant 2 ans de tendinopathie dont il n'arrivait pas à se sortir, ne sera pas forcément le même qu'un patient qui a une tendinopathie la même, mais qui est resté 6 semaines sans courir et qui courait avec des charges énormes d'entraînement. Je ne vais pas lui faire reprendre la course avec 5 fois 1 minute de course, 1 minute de marche. Ouais, alors, mais par contre, quand même, si tu veux ce protocole, est-ce que tu peux l'adapter à quelqu'un qui va continuer à courir? Parce que c'est ce qui Bien nous arrive évidemment. souvent. Et du coup, comment tu Exactement. l'intègres à cette course? Combien de temps tu fais ta phase 1? Combien de temps tu fais ta phase 2? Et ainsi de suite. Alors, la phase 1, elle va dépendre uniquement de la douleur. Si très rapidement, tu es capable de faire du travail isotonique sans avoir besoin de soulager la douleur, si le travail isotonique, ça sert à rien de est faisable, ça sert à rien de perdre du temps avec ton travail isométrique. Tu peux le proposer en même temps du travail isométrique et commencer l'isotonique tout de suite. D'accord. Le travail isotonique, le but, c'est d'avoir suffisamment de charge. Tu vas faire alors, en fonction, je vous ai mis un exemple là sur la tendinopathie patellaire. Par exemple, sur une tendinopathie patellaire chez quelqu'un qui va charger fort, un trailer donc qui fait beaucoup de descentes, etc., on va chercher sur la chaîne à quadriceps ou la presse du 1,5 poids de corps. 50 à 70% pour le leg extension et 1,5 fois le poids du corps pour la chaîne à quadriceps, la presse. Mais ça, ce sont des valeurs qui sont proposées dans la littérature. Ce n'est pas forcément ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est faire en sorte que le patient il soit plus douloureux dans les activités. Et lorsqu'il est plus douloureux dans les activités du tout, on augmente. Ça ne veut pas dire qu'il va arrêter son renforcement. C'est comme quand on travaille sur une pubalgie, comme quand on travaille sur une blessure musculaire. On peut passer à la phase suivante, mais continuer à proposer ce renforcement. Ok. Donc, si tu reviens sur ton exercice de stockage, donne-nous un exemple d'exercice. Un exercice de stockage simple, c'est par exemple, je me mets sur la pointe des pieds et je vais descendre rapidement en position de squat à 90 degrés. Donc ça, c'est un exercice de stockage, c'est-à-dire que je vais accélérer mon mouvement. Ce n'est pas de la pliométrie, c'est un exercice excentrique où je vais emmagasiner de l'énergie, mais je ne vais pas la redévelopper derrière. Ok, donc tu fais la première partie de la plio. Par exemple, je fais la première partie de la plio où j'accélère le mouvement. Donc tu pourrais très bien monter sur une box jump, te laisser chuter en fin de phase 3. Hein. Ça, on est sur une phase d'évolution, tu ne commences pas là-dessus. Non, en fin de phase, avant de passer à la plio, quoi. C'est un exercice de stockage. D'accord. On peut commencer tout simplement par juste on était sur du HSR, et on passe sur de l'accélération de mouvement où tu fais les répéter 15 répétitions plus légères où tu mets des mouvements beaucoup plus rapides. Et alors justement, là, redonne-nous, parce que tout à l'heure tu nous disais le nombre de répètes qu'on devait faire, le nombre de séries. Là, ce serait quoi? Là, sur le nombre de répètes rapides, ça va être beaucoup plus long parce que c'est beaucoup moins long. Donc, tu vas passer sur du 18, 15, 20, 22 reps, quoi. 25 reps maximum. Le but, c'est pas d'en faire des tonnes. Non. Mais le but, c'est de mettre le tendon sous contrainte et de faire répéter sur un temps un petit peu plus long. D'accord. Donc, pour compenser le fait qu'il était fait de l'isotonique, avec des sessions lentes, avec peu de répétitions, là, tu vas faire plus de répétitions beaucoup plus rapides pour avoir des temps de travail qui correspondent un petit peu. Donc une vingtaine de reps, on va dire, sur combien de séries? Ouais, 3-4 reps. 3-4 séries. Dépend ce que tu as. En fait, on n'est pas sur des. Il ne faut pas voir la kiné du sport comme un protocole, c'est comme ça. Des protocoles, il y en a plein de différents. Il faut qu'il y ait une cohésion dans ta progression. Tu ne peux pas dire, toi, pour la reprise de la course à pied, c'est comme ça, tu commences telle distance, après ça, tu vas mettre un peu sur. Ça, tu vas t'adapter en fonction des gens. Il faut qu'il y ait de la cohérence. C'est-à-dire que tu ne peux pas passer d'une séance où tu as chargé à mort, mis des trucs, et juste là, aujourd'hui, on fait un tout petit peu de stockage, et donc tu vas avoir 3 séries de 20, et aujourd'hui, on s'arrête parce que ça fait beaucoup. Non,
Il faut qu'il y ait de la cohérence dans ta mise en charge. Et donc, si tu vas jusque-là, pour être franc, je ne vais jamais chercher à calculer ma progression en fonction de ma charge chronique, ma charge aiguë, etc. Parce que je vois un patient toutes les demi-heures, c'est pas gérable, c'est impossible de calculer ça pour tout le monde. Mais par contre, je note ce que je fais à chaque séance et j'essaie d'être cohérent sur ma progressivité et faire en sorte que petit à petit, je reste sur la même temps de contrainte, mais j'adapte petit à petit les choses. Et puis, j'augmente progressivement le volume et puis l'intensité. C'est la même chose que pour la course à pied, en fait. Tu augmentes les paramètres les uns après les autres. Oui, non, mais c'est pour donner quelques repères. Donc, en tout cas, donc, tu fais quelques exercices de stockage. Enfin, voilà, on a vu quelques séries. Tu fais quelques séances. Et si ça se passe bien, exactement. tu Parfois, passes. ça peut durer 2-3 séances maximum. Ouais, si tu vois que ça se passe bien. Ça se passe bien, tu passes à de la pliométrie. Et alors, la pliométrie, parce que c'est important aussi, parce que je vois tellement de gens faire n'importe quoi en plio. Alors, donne-nous un peu quelles sont les consignes La pliométrie, si tu fais des gammes d'athlétisme, c'est de la pliométrie. Si tu fais de la corde à sauter, ce sont des exercices type pliométrie. Si tu fais des sauts, c'est de la pliométrie. Parce que la pliométrie, c'est l'enchaînement d'une phase excentrique qui va allonger le muscle, qui va stocker de l'énergie passive et qui va restituer cette énergie dans le mouvement concentrique. Donc, oui, sauf que si tu veux, dans la restitution, il y en a qui bloquent à un moment donné. Et là, il n'y a plus la restitution, tu vois, qui vont s'arrêter pour repartir. Tu travailles d'autres choses. Tu travailles d'autres choses, c'est pas un problème. Mais tu n'es pas vraiment dans de la pliométrie. La pliométrie, c'est la capacité de faire ton excentrique et d'emmagasiner et de repartir le plus vite possible en concentrique. Exactement. Alors, le plus vite possible ou pas, ça dépend. Tu peux essayer de travailler ta pliométrie avec de grandes amplitudes et donc là, tu ne vas pas calculer le temps de réactivité, mais parfois en pliométrie, tu veux avoir une grosse réactivité et donc tu vas mettre moins de flexion de genou sur ta réception, tu vas juste venir sur les mollets et rebondir tout de suite, ça dépend. Ok, donc tu n'es pas obligé de travailler la réactivité. Tu peux travailler la pliométrie sans forcément être sur la réactivité. Tu n'as pas besoin forcément d'être sur de la réactivité. Tu peux faire une descente beaucoup plus ample pour avoir ton travail excentrique sur une beaucoup plus grande amplitude. D'accord. Et alors là, comment tu gères ta progressivité avant la reprise sportive, là, ou qui peut d'ailleurs se coupler, hein, mais comment tu la gères dans tes séances, la progressivité? En fait, ça va dépendre. Tu vois, par exemple, là, en ce moment, c'est pas vraiment de la course à pied, mais on a un rugbyman qui a une grosse tendinopathie, il a été opéré 2 fois, ça passe pas, etc. C'est un rugbyman pro. Et donc, on a décidé de le mettre de côté et tout reprendre à zéro. C'est-à-dire qu'on a essayé de... alors, on n'a pas brûlé les étapes, mais on n'a pas respecté les protocoles ou les bases parce qu'on est toujours pressé, parce qu'il faut qu'ils reviennent à telle date. Donc, tu avances un petit peu et puis ça commence à bugger, ça déconne. Et donc, résultat, tu grilles des étapes. Et donc là, ce mec-là, ça fait plus d'1 an qu'il ne joue pas. Lui, pour le coup, on est reparti sur l'isométrique. On est reparti sur, avant de passer l'isométrique où j'ai travaillé ses mobilités cheville, genou, hanche et lombaire pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'adaptation qui nous chante un petit peu tout ça quand on va reprendre la course à pied. Là, on est sur l'isométrique sur lequel je vais très progressivement, on va rester vraiment 15 jours, 3 semaines sur l'isométrique. On commence par 3 fois 30 secondes les premières fois et puis 3 fois 45 et puis on augmente progressivement. Mais quelqu'un d'autre qui serait blessé depuis moins longtemps, tu vas beaucoup plus vite là. Bien sûr. Tu ne peux pas faire une recette comme pour un gâteau parce que ton patient il est individuel et donc il faut que tu t'adaptes à lui. Et donc le seul moyen c'est se renseigner sur ce qui se fait, prendre un petit peu de bouteilles pour faire moins d'erreurs et puis c'est beaucoup essai-erreur. J'avance, je suis allé un peu trop vite, je redescends. Et ce que tu disais finalement c'est voir ce qui se passe après la séance et le lendemain. Et là tu sais si tu dois corriger. Et savoir s'adapter en fonction de ce que tu proposes. Alors, en kiné du sport, comme on a des sportifs qui ont envie d'avancer beaucoup, et alors dans le sport de haut niveau encore plus, il y a un truc qu'il faut avoir en tête quand même, c'est que des fois, il faut savoir freiner, quoi. Et ça demande un peu d'humilité parfois parce qu'on a tellement envie de faire progresser nos patients qu'on oublie que des fois, on va trop vite, quoi. Et dans ces cas-là, je pense que l'erreur, elle est manifeste. Les amis, comme il est déjà plus de 20h30,
Ouais, non, mais on savait qu'on avait beaucoup de choses à se dire, mais je pense que tout le monde va petit à petit nous quitter pour pouvoir manger tout ça. Donc, je propose qu'on aille au bout. Est-ce que vous avez des choses à dire en cette fin de webinaire? Moi, ce que je propose de toute façon, c'est que peut-être on verra selon les retours des gens, on reproposera peut-être un autre sujet pour aller plus loin. Mais là, sur ce qu'on a abordé, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose, faire une synthèse de notre discussion? Euh, Moi, sans faire de synthèse, mais juste pour du coup revenir à tout ce qu'on a dit, euh, en course à pied, ce qu'on retrouve le plus, c'est les pathologies de surutilisation. Donc, c'est vraiment c'est sans notion de traumatisme en fait, hein. Et donc, on a parlé de cette quantification du stress mécanique. En plus de tout ce qui a dit, enfin, tout ce que vous avez dit tous, qui est super intéressant, et sur la rééducation, ce qu'on pourrait ensuite ajouter, c'est vraiment de connaître vraiment les mécanismes d'apparition des pathologies les plus fréquentes chez le coureur pour conseiller au mieux la reprise et conseiller au mieux donner des conseils sur la pathologie en question, quoi. On n'a pas besoin d'être coureur nous-mêmes pour le savoir. En fonction des pathologies, c'est très simple de déterminer la cause et de donner des conseils simples pour qu'ils puissent continuer leur activité, tu disais, en parallèle de la rééducation, quoi. Pardon. Je crois que tu parlais à Emily. Non, mais voilà, c'est juste savoir donner aussi des conseils sur la course à pied, sur leur activité, en parallèle de nos soins, quoi. Tout à fait. On est important. On est d'accord. Mais c'est jamais évident parce que un patient n'est pas un autre. Ça va dépendre beaucoup de leur expérience, de leur vécu par rapport à. Parce qu'il y a en fait, il y a le contexte biopsychosocial qui est très à la mode en ce moment à apprendre aussi. Donc c'est un peu complexe de savoir à l'avance ce qu'il faut mettre en place quand tu n'as pas le patient en face de toi, quoi. Donc c'est vraiment du sur-mesure. Oui, voilà. C'est une fois qu'il t'a dit sa pathologie, une fois que tu es en soins et tout, comment l'aider à continuer son sport en déchargeant, en modifiant, en fractionnant les entraînements. Enfin voilà. Alors des conseils aussi sur sa pratique de course à pied en parallèle de nos soins et nos protocoles de réathlétisation. Ouais, tu voulais que j'essaye d'orienter là-dessus? Non, c'était juste pour dire, voilà. Il y a des protocoles de soins, et il y a aussi des conseils qu'on peut donner, apporter en plus sur leur pratique course à pied. Ouais, je me permets de rebondir. Là, j'ai un peu répondu à la question vite fait, mais voilà, la question c'était protocole de reprise course à pied. Comment adapter selon le niveau de la pratique du coureur? Je vois parfois certains patients s'être fait conseiller de reprendre par un protocole 5, tu sais, 1 minute de marche, 1 minute de course pendant 5 minutes et tout ça, alors que les gars ils courent en 2,25 le marathon. Évidemment que c'est pas adapté, hein. Aymeric, tu es d'accord? Qu'on adapte ces protocoles en fonction du sportif que l'on a en face de nous. Et quelqu'un qui fait 50, 60, 70, 80, 100 bornes par semaine, on va pas lui demander de faire 1 minute de marche, 1 minute de course, quoi. Non, mais par contre, c'est quelqu'un qui était peut-être à 25 heures, là, si c'est en 2h25, allez, on va dire à 20 heures d'entraînement semaine, il faudra lui trouver autre chose. Donc, en rééducation, nous, il faudra qu'on lui meuble. Donc, sûrement le développement de la force, un travail de sport, parce qu'on ne peut pas le faire tomber à un volume de 20 minutes de course semaine. Et après, le plus important, ça sera le nombre de fois où on va lui conseiller de retourner courir. Donc je pense que 4 à 5 fois, c'est la bonne dose, quoi. Même si c'est très peu, il ne faut pas qu'ils aient peur de courir très peu, parce que souvent ils sont déçus, ils vont me dire mais tu m'envoies courir 10 minutes, mais j'en ai pour 5 minutes à mettre les chaussures, 5 minutes à mettre les chaussures. Et est-ce que dans cette hypothèse-là, on peut même faire courir 2 fois par jour? Le bi-quotidien, non, c'est plus tard après le bi-quotidien. Oui, mais tu vois, avec des volumes faibles, je parle. Oui, après, si c'est quelqu'un que ça lui fait gagner du temps dans sa reprise, il a peur de passer par un volume total de 30 et qui préfère faire 15 le matin, 15 l'après-midi. Mais moi, par contre, je vais faire comme Martin disait, si c'est quelqu'un qui a encore un peu peur d'avoir mal, il aura de l'ISO avant d'aller courir. Et puis comme ça lui fera un peu plus. Puis je mettrai un peu foot corps, un peu gainage, et puis au total, il aura passé 40 minutes à faire du sport. Ouais. Et voilà, moi, ce que je fais avec les patients.
j'accorde beaucoup d'importance au travail de corde à sauter imaginaire. Ah oui? En fait, je les fais sauter sur place. Donc, les gens, quand ils viennent sur les stades d'athlètes, ils voient mes athlètes qui font ça. Ils sont en bonne santé, hein, mais ils en ont pas tous les jours, mais au moins tous les 2 jours. Des protocoles de genre 8 x 30-30 en corde à sauter imaginaire à une fréquence de pas. Chez eux, on est à 195, quoi. Ah oui, rapide, oui. Non, mais ça, faut pas retenir ça. Chez quelqu'un de coureur récréatif, en fait, on part surtout entre 170 et 190. Voilà, faut pas leur mettre trop de pression, mais il faut quand même avoir cette explosivité de corde à sauter, quoi. Ok, bon, super. J'espère que tous ceux qui étaient présents ont pris plaisir. Je vous propose qu'on se quitte là. Tu vois, il y en a quelques-uns qui sont partis manger, je vois. En tout cas, merci à tous. Merci Martin, merci Aymeric et merci Stéphane pour votre intervention. Merci. Et puis, Merci beaucoup. à bientôt. Et bonne soirée. Bonne soirée à tous. À bientôt. Bonne soirée à tout le monde.